Yes, ça y est, c'est parti, nous sommes en live. Salut Bien. Lolo, merci encore Salut Germain, un grand plaisir et salut Benoît aussi. d'avoir accepté Ouais, salut à l'invitation. Ouais. tous. On va Aujourd'hui, passer un chouette moment. aujourd'hui, on va passer, comme tu dis, un chouette moment parce qu'on va aborder des thèmes qui nous tiennent à cœur et qui vont être intéressants pour la communauté. Et cette idée de se revoir à nouveau, ça vient aussi du fait de ce que tu évoquais dans la dernière interview avec Benoît, ce que j'ai résumé comme étant l'impact du poker dans la vie, c'est ce que j'ai mis dans le titre. Ouh. Et, là, vous Mais aviez après, quand je même, préférais je t'avais passé un titre qui était vachement mieux quand même. ouais, le poker, le mental est ta mère. J'ai pas osé le mettre. Il me dit, je lui demande, Ah, Benoît, donne-moi un titre accrocheur. Allez, le poker, le mental est ta mère. Mais j'ai pas euh, osé. c'est pas ChatGPT qui t'a créé ce titre, hein. Non, mais non, le ChatGPT, il aurait pas osé. Il aurait Il aurait pas pas fait osé plus mettre ça. ça. Ouais. Non, non. Donc Mais ouais, en fait, ce qui nous non, avait, ce qui nous avait titillé, c'était de parler de ton parcours et notamment de la maladie qui t'a permis, ou oui, qui était Ouais, un tremplin tu peux dire ça, dans ta clairement, carrière clairement. d'une certaine manière. Ouais, Et on l'a constaté aussi chez Benoît. Et du coup, je voulais que vous nous en parliez. Et il y a plein de sujets qui vont en découler, qui vont être passionnants. cool. Benoît, ouais, non, mais moi, c'est vrai que quand tu m'en as parlé la dernière fois, là, quand on faisait notre podcast, euh, je me suis posé la question, comment tu as réussi à gérer la pression, hein, du poker, de l'apprentissage du poker, avec tout ce qui est négatif au début, parfois qu'il peut y avoir en termes de perte, etc., d'incompréhension, avec la pression médicale et sociale que tu avais. alors moi, enfin, je sais pas si c'est une pression sociale. J'ai pas senti de pression sociale. Pression médicale, c'est plutôt cette idée que bah, tu arrives à un point où en fait tu dois trouver des solutions. T'as pas le choix en fait. Ouais. Et donc je venais à ce moment-là des courses hippiques. J'avais réussi à trouver une méthode pour gagner aux courses en fait, avec les réductions kilométriques et les ferrures d'échouer et tout ça. Et j'arrivais à gagner 500 balles par mois, à peu près 500 1000 balles par mois sur la meilleure année. J'étais super content en fait. Et ils ont changé la réglementation des ferrures et donc ma méthodologie pouvait plus marcher. Et là, je me suis dit, bah, avec ma maladie qui m'handicapait à ce moment assez lourdement, j'étais même allé voir en fait la personne qui replaçait les profs d'EPS dans d'autres postes en fait pour voir bah, quel autre poste était disponible. Et elle m'a dit, bah, monsieur, pour l'instant, on n'a rien en fait. Donc là, je me suis dit, bon, ben, déjà, il faut que je m'accroche physiquement pour rester prof et il faut que je trouve une solution de remplacement parce que bah, j'ai une femme et deux enfants et il va falloir amener de l'oseille à la maison, quoi, tout simplement. Et dans mes potes, en fait, de course hippique, il y avait un gars qui s'intéressait aussi au poker. Et un jour, il m'avait dit, Lolo, bah, tu devrais peut-être essayer de regarder un peu parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et donc, on était en 2012 à peu près dans ces trucs-là. Moi, avec ma femme, on regardait en 2000, je sais plus combien, 2004, 2005, là, sur Canal+, là, avec Patrick Bruel à l'époque. Et nous, on jouait des allumettes et on kiffait, en fait. Je kiffais ce jeu. Alors, je me Ouais. suis dit, tiens, vas-y, pourquoi pas. Pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment, en fait, t'en as besoin. C'est nécessaire. En fait, quand tu es au pied du mur, tu dois trouver une solution. Moi j'étais dans cet état d'esprit, mais effectivement, c'est facile, entre guillemets, de dire ça comme ça. Mais à l'époque, en fait, avec une énergie qui était peut-être, je sais pas, 5 fois moins importante qu'aujourd'hui, enfin, j'ai un copain qui a retrouvé une vidéo que j'ai faite en 2012, je crois, sur Kill Tilt, 2012 ou 13. Tu m'entends parler, wow, c'est de la souffrance, quoi. Mais c'est là où, en fait, tu vas avec tes tripes, il reste plus que ça, quoi. Il faut trouver une solution. On peut pas faire autrement. Alors c'est dur, c'est super dur. Ouais. Il y a des moments juste t'en peux plus, t'es à bout, quoi. Mais quand t'as cette nécessité là, bon bah tu dois trouver une solution. Et donc je me suis accroché, je me suis battu pendant, je sais pas, allez, pendant 2, 3 ans avec ma maladie, avec l'apprentissage. Donc en partant de la NL2, NL5, NL10, il m'a fallu du temps en fait. Et au bout d'un moment, ben, le travail il paye, quoi. C'est tout, hein. Et toi d'ailleurs? Ben, moi, je suis venu après. Enfin, j'ai eu d'abord l'accident en 2008 et je suis arrivé en 2000. Putain, je sais même plus. 2015, 2016. Je suis arrivé au poker, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt le côté technique. Parce qu'il y a le côté probabilité, côté stats, etc. Benoît, il vient de la finance Et aussi, Lolo. Tu Ok, devrais savoir. voilà. d'accord, d'accord. Et j'ai retrouvé, bah, voilà, j'étais trader.
Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes. Mais alors, et maintenant, plus je connais le poker, et alors à tous les niveaux, le milieu du trading, le milieu du poker, c'était la même chose. Tu as les mondes des high stakes, comme tu as les mondes comme nous on était dans le trading, avec les traders instit, etc., tout ça. Tu as le second monde, qui est le monde des traders, tu sais, privés, tu sais, qui sont chez eux derrière l'ordinateur, comme tu as les gars, tu sais, online, etc., qui jouent. Tu as les mondes séparés avec les mêmes égos, les mêmes petites guerres intestines, les mêmes formations, un peu dans tous les sens, etc., où tu as toujours un problème de formation. Parce que pour moi, dans le poker, aujourd'hui, il y a un vrai problème de formation. Si tu veux bien jouer aujourd'hui dans le poker et avoir une formation complète, c'est un vrai problème. Et après, tu as le même problème aussi mental, parce que tout ce qu'on parle de variance, etc., et qui est intéressant, tu as la même chose dans le trading. Même si tu es un très bon trader, tu peux pas tout le temps gagner. Tu n'as pas tout le temps des mois positifs. Moi, je me suis tapé des mois à plusieurs millions de baisses. Et faut le savoir. Mais il faut savoir aussi l'encaisser. Donc, j'ai trouvé beaucoup de similitudes et ça me permettait, je voulais plus toucher à la finance quand j'ai eu mon accident, parce que pour moi, c'était trop dur psychologiquement de me remettre dedans et tu fais pas pareil, enfin, c'est plus les mêmes moyens euh, Mmh. techniques pour le faire. Et là, ça me permettait de retrouver cette ambiance quasiment de zéro. Et tu vois, c'est ça qui était très intéressant. Et vraiment, les personnalités, tu retrouves exactement les mêmes. Les mondes sont très similaires, quoi. Je coach mentalement des traders. Là, j'en coach un qui gère justement un portefeuille de millions. Et effectivement, tu retrouves exactement les mêmes problématiques. La peur, en fait, de ne pas y arriver, la peur d'être dépassé, l'avidité que tu peux avoir par certains moments, le côté Oh, greedy, quoi. Après, toute la méthodologie, enfin, il y a beaucoup de choses. Et il y avait d'ailleurs une enquête qui a été faite par, je me souviens plus, un truc des marchés financiers, je ne sais plus ce que c'était, qui expliquait que 90% des échecs en trading sont liés en fait à des problèmes de gestion émotionnelle. 90%. Ils ont fait une expérience où ils ont donné apparemment une méthodologie gagnante en trading, une façon de faire qui gagnerait, je ne sais pas si ça peut exister, mais en tout cas, celle-là devait avoir fait ses preuves à 20 personnes. Donc, ils avaient une strat gagnante, 20 personnes. Il y a seulement 5 joueurs, enfin 5 traders pour le coup, qui ont réussi à gagner, à tirer des bénéfices avec cette méthodologie-là. Les autres n'ont pas réussi parce que le mental, en fait, a vrillé à un certain moment. C'était mais c'est la. très dur pour les gens de suivre une méthode précise, de rentrer dans un moule et de se dire non, j'applique. Je fais pas d'écart, j'applique. Et je le vois avec plein de joueurs, tu peux leur donner détox, c'est le problème qu'ils ont. Quand ils ont une méthodologie qui est hyper carrée, hyper structurée, mais tout le monde n'est pas fait pour ça parce qu'il y en a plein qui veulent ou qui pensent que, et c'est toujours le problème. Non, si on me donne un truc, tu le suis, tu gagnes de l'argent, pourquoi tu veux faire autre chose? Et dès que tu sors du moule, forcément, tu prends une variante, tu prends un écart qui peut t'amener justement à des pertes. Mais c'est vrai que la finance Pourquoi et le tu veux faire poker, autre chose? C'est très simple, c'est le besoin, en fait, d'autodétermination. Et ça, c'est un besoin psychologique très, très puissant qui explique pourquoi les gens, en fait, ont besoin de mettre leur touche d'autonomie dans beaucoup de choses. Et voilà, les experts en motivation, je me souviens plus qui a créé le besoin d'autodétermination il y a maintenant une trentaine, quarantaine d'années. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée que tu vas donner des choses à une personne, il a besoin de mettre un esprit critique et de manipuler avec sa propre sauce. Il se sent exister là-dedans. ouais, mais c'est exactement ça, quoi. Mais les deux mondes sont très similaires et c'est vrai que ça m'a tilté. Je l'ai vu sur le forum de Club Poker il y a une semaine ou deux. Et j'ai vu qu'il y a un mec du poker qui disait, je connais pas, hein, qui disait que tout compte fait, il était décomplexé par rapport au milieu de la finance, qui se rend compte qu'au final, c'est les mêmes exigences. Et c'est vrai. La seule différence, c'est qu'en poker, tu as moins de qualité de formation, ce qui est normal que dans la finance. Parce que dans la finance, il y a les moyens, il y a les institutionnels, etc. Tout ça. Dans les grandes banques, tu es entièrement formé, pas forcément au trading, mais en tout cas aux outils et autres. Et, mais sinon, les compétences, pour moi, un bon joueur de poker, il peut devenir un très très bon trader parce qu'il a cette capacité de concentration, de rigueur et de gestion du mental qui est pour moi l'essence même dans la finance, quoi, de la finance. Donc ouais, les grands joueurs de poker, au cas où, allez-y, il y a de Allez, l'argent dans à la faire en finance, finance. il y a plus d'oseille. Surtout en ce moment, c'est pas mal les cryptos aussi, hein. Mais bien sûr, il faut Euh, faire attention parce que le nombre de gagnants
en trading ou en crypto, à mon avis, ça doit être vraiment, ça doit être moins de Mais, 5% comme au poker, en fait. Et ça explique si mais, En live, désolé les gars. Et donc, ouais, super. Et c'est marrant parce qu'il y a un débat animé sur Club Poker en ce moment avec un joueur qui s'appelle Risk, qui joue Live Tech et qui parle de finance et beaucoup lui disent non, mais c'est pas parce que tu es joueur de poker que tu connais quelque chose à la finance et il a l'air de se faire taper un peu sur les doigts. Je suis ça de lui. Et c'est marrant pour Lolo et ta réponse si tu veux bien la reprendre sur ouais, la déformation professionnelle liée au poker. ouais, aucun souci. Merci. Juste comme ça, Germain, c'est la Ouais, vie et on fait au mieux avec justement, tiens, la déformation professionnelle, c'est ça. Quand tu es joueur de poker, en fait, j'ai l'impression que, enfin, j'ai l'impression que tu peux aller dans un endroit où effectivement, tu sais que le plus important, il est sur le long terme, à bien faire les choses et à faire de ton mieux. Et ça n'exclut pas plein d'imperfections sur le moment, plein d'obstacles, plein d'erreurs imprévues, et tu dois t'adapter. Un joueur de poker s'adapte et ouais, débrouillard et rebondit et avance et a une vision long terme en se faisant confiance au processus, quoi. Donc ici, ben, ah ouais, clairement, tu vois, il y a des gens, ils sont en PLS, j'imagine. Nous, on peut le prendre aussi, tu vois, en plus détendu. Je pense que ça, c'est une des formations professionnelles. C'est que tu as cette prise de recul parce que tu sais mieux gérer tes émotions et ton stress que beaucoup de personnes n'ont pas parce qu'on est des surhumains. C'est simplement qu'on est dans une activité qui mobilise les capacités de self-control de façon quotidienne. Et forcément, le cerveau étant, euh, on va dire, un organe que tu peux muscler. Alors, l'analogie du muscle, elle est à la fois vraie et à la fois fausse. Elle est à la fois vraie dans le sens où tu as des réseaux neuronaux qui peuvent devenir de plus en plus denses à partir du moment où tu les sollicites. ah Et oui, donc, la capacité de gestion émotionnelle, en fait, si tu viens solliciter tous les centres neuronaux responsables, notamment de la gestion du stress, de l'attention, par exemple, tu vas avoir une densité plus importante de ces réseaux neuronaux. Avec les IRM fonctionnels, ils ont fait de multiples tests sur, par exemple, des méditants bouddhistes, par exemple, et ils se sont rendus compte que la structure même de leur cerveau a changé liée à leur activité. Et donc, nous, la structure de notre cerveau change liée à notre activité. Alors, c'est faux parce qu'on n'a pas de fibres musculaires, mais ouais, en tout cas, voilà, je pense que ça développe du coup des centres neuronaux qui sont hyper importants dans tout ce qui touche gestion du stress, gestion des émotions, dépassement de toi, faire preuve de courage, des choses comme ça, persévérance, résilience. Et ça, après, quand tu vas dans la vie de tous les jours, effectivement, tu as beaucoup de gens qui se demandent, qui sont en décalage. Et on pourrait dire la même chose des sportifs de haut niveau. ouais. Je pense qu'un sportif de haut niveau qui a des objectifs élevés pour lui-même, avec toute une vie dédiée à ça, parfois est en complet décalage avec ses potes qui veulent aller boire un verre, qui veulent faire des trucs, machin, et qui ne comprennent pas à quel point lui, il est commit dans un truc pour aller vivre des choses. Donc ce commitment avec en plus à la fois cette gestion émotionnelle nous met un peu en décalage. Voilà. Avec le Moi, c'est détachement du résultat, des résultats à court terme, quoi. On connaît la valeur d'un résultat à court terme, on connaît le poids de la variance et du coup, on est très détaché je de la pense. valeur du résultat. Ce qui fait de nous C'est des pas gens mal quand pas même comme comme les autres. compétence, hein. Ouais, non, c'est sûr, ouais. Ça fait relativiser, ouais. Parce que du Ça, coup, ça, on saura mieux rebondir en cas d'échec parce qu'on sait que à on est. l'époque, ouais. Ouais, excuse-moi, vas-y. Ouais, Vas-y, tu vois. rebondir en cas d'échec complet, c'est aussi ça. Accepter ses erreurs, c'est aussi ça. Accepter l'échec, On passe faire notre temps preuve à de perdre au résilience. poker, donc on est Ouais, obligé de faire face à ça, complètement. quoi. Ouais. Quand j'ai lancé PMS à l'époque, je disais que donc moi je m'intéressais, ça fait 25 ans que je m'intéresse à la psychologie du sport, Ouais, et après il y a eu le courant du dev perso qui est arrivé là-dedans. Donc moi entre-temps j'ai étudié la psychologie, les thérapies, tout ça, et après bon, je me suis intéressé au dev perso et j'aimais bien dire que le poker était du développement personnel en action. ouais, chouette. En fait, tu deviens une meilleure personne. Tu peux devenir pour moi une meilleure personne parce que tu es obligé de travailler sur toi, sur l'acceptation des erreurs, des pertes, de la gestion du stress. Enfin bref, on ne va pas tout répéter. Mais c'est donc une pratique des choses. Tu vas acheter des livres de psychologie et donc là, tu vas apprendre. Mais après, la connaissance devient réelle quand tu sais la mettre en action et en application et la maîtriser là-dedans. Et le poker, pour moi, est un magnifique terrain pour venir voir si tu es au clair avec ce que tu as appris en fait de la psychologie humaine. Et, euh, et le poker nous emmène vraiment
dans les recoins de nos failles psychologiques. Donc, Waouh. je trouve ça génial pour aller travailler, en fait. Ouais, ce qui est sûr, c'est que nous, en tant que entre chefs d'entreprise de notre propre entreprise de qui est de joueur de poker, notre outil de travail, c'est notre corps et notre capacité de concentration. Et donc, du coup, comme n'importe quelle chef d'entreprise, on veut investir sur ce qui nous rapporte le plus en termes de productivité. Donc, certains qui font, je sais pas, qui produisent, peu importe, ils vont acheter des outils plus performantes, des machines Mmh. plus performantes. Et ben, nous, c'est ce qu'on fait. On se rend Mmh. plus performant parce que c'est simplement notre outil de travail. Ouais, Mais, complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, une des façons de rendre cette machine cérébrale, on pourrait dire, mais pas que, parce que on pourrait parler d'intuition, et l'intuition serait peut-être localisée à d'autres endroits que le cerveau, enfin, peu importe. L'idée, c'est que tout ce qui fonctionne en nous, euh, bah, il y aura du traitement de l'information. Nous, on prend des décisions par rapport à tout ce traitement de l'information. Et à chaque fois, je le cite parce que pour moi, c'est une référence énorme sur tout ce qui est neurosciences, en fait. C'est Damasio, Antonio Damasio, qui dit pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Donc, rendre une machine plus performante, c'est aussi la mettre de plus en plus dans des émotions porteuses. Et donc, l'idée, c'est pas être non plus que dans de la productivité performante, mais être aussi dans du bien-être général, parce que ça va dégager des émotions plus porteuses. Et là-dedans, on va prendre des meilleures décisions. Donc, il ne faut pas voir ça non plus comme de la productivité type machine, etc. Mais ouais. aussi, donc il y a ce truc-là quand même à prendre en compte, parce que c'est important, mais également d'aller vers davantage de bien-être tout au long du chemin, parce que ça fait partie de rendre la machine plus productive, en fait. Donc, c'est pas non plus qu'une consonance productivité, mais aussi une consonance bien-être importante, en fait. Je vais laisser la parole à Benoît juste après, mais tu as parlé d'intuition. Ça m'a fait sourire quand il a dit. Et je me suis rappelé de l'un de tes coachings où tu parlais d'intuition. D'ailleurs, tu voulais faire des études sur Paris parce qu'il y avait le centre d'intuition, etc. Et Exactement. tu nous avais parlé L'école. de ton chat. Tu nous avais parlé de ton chat. Je disais, mais mon Ouais, chat, c'est incroyable. À chaque fois que je rentre de vacances, il est là à m'attendre. Il sait que je vais rentrer tel jour, etc. Tu non, parlais de mais c'est. l'intuition chez les animaux. Et il n'y a pas de Ouais. raison que si eux avaient une intuition aussi forte, que nous, on puisse pas développer ça. Mais voilà. C'était juste pour la petite Mais anecdote. c'est vrai que les animaux ont un sixième sens, on dit, qui Ouais. leur permet d'anticiper les choses des heures avant que l'événement arrive. Et Ouais, donc, les tsunamis, mon chat, notamment. c'est ce que m'avait dit mon voisin. Quand moi, je reprenais la voiture, que j'étais à 600 bornes, et ben lui, il sortait de la bagnole Ouais, et de la maison, il se mettait sur la place de j'attendais. parking, alors qu'il ne le faisait pas pendant 3 semaines, ce qui était assez exceptionnel. Et donc, je me suis pas mal intéressé à l'intuition. Il y a deux courants forts sur l'intuition. Il y a un courant qui va dire que c'est la somme des expériences qu'on a vécues et qui sont maintenant passées en mode Ah ouais. inconscient et qui ressortent. Donc, tu développes de l'intuition quand tu deviens un expert et en fait, ça s'appuie sur la somme justement de tout ce que tu as vécu et intériorisé d'un point de vue inconscient. Mais tu as aussi un autre courant qui explique que c'est plus en relation aussi avec cette espèce de sixième sens qu'on a tous, mais que comme aujourd'hui la société fait, elle prône tout ce qui est analytique, réflexion analytique, cognitive, donc le mode préfrontal, on s'est un peu comme désaligné de ce sixième sens qu'on aurait tous. Et ça, c'est le présupposé de l'École nationale de l'intuition à Paris, en fait, qui, pour expliquer ça, ils mettent en avant une expérience, en fait, avec alors, je ne sais plus si c'est les militaires marins ou autres, mais qui recherchaient, en tout cas c'était quelque chose d'officiel, une épave de bateau, mais il ne savait pas exactement où c'était. Donc lui, le gars qui était expert de l'intuition là-bas et qui avait des facultés intuitives très, très développées, il n'a jamais fait de choses maritimes. Donc en fait, lui, il n'est pas du tout un expert là-dedans. Donc lui, il ne pourrait pas dégager une intuition face à une chose en fait où il est complet débutant. Et les gens qui sont venus lui ont dit en fait, c'est un rayon, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, de 50 km dans lequel le bateau s'est échoué, mais on n'arrive pas à savoir où c'est exactement. Et le gars a réussi à localiser à peu près l'endroit où c'est arrivé. Ah, c'est Donc, fou. lui, en se connectant à des choses, voilà. Alors là, bien sûr, on met des guillemets parce que j'ai déjà dit ça dans une vidéo et j'ai déjà eu en retour, c'est le mec perché qui nous parle d'intuition, qui se connecte à je sais pas Ouais, quoi, ouais, voilà. ouais. Attention, moi, je m'appuie depuis maintenant 25 ans sur la science et avant toute chose. Mais la science ne peut pas tout expliquer et aujourd'hui, c'est clairement en fait reconnu même par tout un paradigme scientifique. On appelle ça le paradigme non matérialiste et le paradigme matérialiste.
Et dans les deux cas, tu retrouves des scientifiques de renommée internationale. Mario Beauregard, par exemple, en est un. Et l'idée aujourd'hui, c'est ne nous cantonnons pas uniquement à des choses que l'on comprend, alors qu'on est face à des choses qui existent, mais qu'on n'arrive pas à comprendre. Et juste réfuter ça parce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est dans du déni. Et la base de la science, c'est justement d'être ouvert à tout ce qui est là et d'essayer de comprendre, mais pas être dans du déni. Et c'est ça qui est drôle, c'est que dès lors que ça sort d'un champ d'entendement, en fait, tout de suite, c'est critiqué, jugé et mis dans du déni. Donc là, moi, ce que j'avance, en fait, Ouais. ça a été prouvé par la science, en fait. Ouais. Sont des faits, voilà. Et donc, nous, quand on s'assoit à une table de poker, je pense qu'on peut mobiliser deux choses. D'ailleurs, dans le flow, quand on va dans le flow, les études sur le flow te montrent que tu ne réfléchis plus avec la partie préfrontale du cerveau, mais avec autre chose. Ils appellent ça une hypofrontalité transitoire. Donc, à cet endroit-là, c'est peut-être pas, on va dire, les connaissances accumulées qui ressortiraient d'un point de vue inconscient, mais c'est peut-être même une sensibilité différente qui te fait voir le truc. Attention, ça, c'est une toute petite parcelle pour Ouais. devenir un joueur pro de poker. Hein. Ouais. Il y a avant beaucoup de connaissances, de compétences, de travail à faire, de méthodologie et tout ça. Hein, attention. Hein. Mais Benoît, tu l'as voilà. ressenti, Benoît, dans ton parcours, toi, d'entrepreneur, je parle pas qu'au poker, que tu as su te fier à ton intuition? Parce qu'à chaque fois que je te pose des questions, tu tranches rapidement et tu as souvent la bonne réponse. Ce qui me laisse penser que ton intuition, est Mais je assez pense, moi, l'intuition, je le mets plus sur la mémoire des expériences. Donc, au final, tu t'en rends pas compte, mais les échecs, si tu les as bien analysés, quels qu'ils soient, hein, je parle pas du poker, quels qu'ils soient, tu les as bien analysés, tu as compris ce qui s'était passé, etc. Euh, à la fin, quand tu te retrouves sur des situations un peu similaires, tu tranches rapidement parce que justement, inconsciemment, tu te rappelles de ces histoires-là. Euh, et c'est souvent le problème. Là, si on peut faire le parallèle avec le poker, c'est ce qui arrive justement quand on en a parlé il y a pas longtemps avec les joueurs, c'est que la plupart font des erreurs, sont énervés et vont recommencer dans des boards un petit peu similaires les mêmes erreurs. Et c'est la même chose dans la vie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un moment où tu te poses, tu dis attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Où est-ce que j'ai merdé? Et comment faire pour ne pas recommencer? C'est pas long à faire, mais juste le fait de faire ce process-là fait que pour moi, ça te crée une intuition dans le sens où tu mémorises des actions que tu aurais dû faire à la place. Et quand tu te retrouves face à ça, inconsciemment, paf, tu tranches. Donc, mais par contre, ça demande à Voilà, chaque ça c'est le premier courant. Et je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Vraiment, nous, dans le PMS, on a même un outil qui s'appelle la Black Box, qui vient de Mathieu Sayed, qui s'inspire de ce qui se fait avec les boîtes noires dans les avions, où en fait, on vient décortiquer l'erreur et on met en place tout un process pour pas la reproduire. Donc, c'est complètement ça. Mais à côté de ça, il existe quand même d'autres choses et ça peut être intéressant de s'ouvrir un peu à ça aussi. Voilà. Ah ouais, en C'est même ma façon. vision. Et il y a jamais de mal à rester ouvert à d'autres choses. Et c'est vrai que par rapport à moi, je le vois pour mes décisions, c'est vraiment comme ça que je l'ai fait. Et comme ça, je les analyse jusqu'à présent. Et quand je continue, dès que je fais une erreur, mais dans la vie du quotidien, etc., j'essaie de comprendre pourquoi j'en suis arrivé là et pour pas recommencer. Parce que le but, au final, c'est pas l'erreur, c'est de pas la recommencer, quoi. Et c'est là où le poker est vraiment intéressant et c'est là aussi que tu vois tous les biais des gens. Et c'est passionnant d'analyser le comportement des gens dans le poker, quels que soient les stakes. Tu vois plein de lits qui, au final, tu peux les transposer hors du poker et voir justement leurs problèmes, pas dans la vie, mais si, quand même dans la vie. Et c'est ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Parce que c'est les mêmes besoins psychologiques qui s'activent en dessous. Tu vois, si tu as un besoin de reconnaissance, par exemple, tu vas chercher certainement à aller très fortement marcher sur la table ou alors à peut-être ne pas reconnaître tes erreurs. Parce que si tu as fait une erreur et que tu as un besoin de reconnaissance, ben, les gens vont dire ben, finalement, tu n'es peut-être pas si bon que ça. Et là, boum, avec ton besoin de reconnaissance, voilà. Donc en fait, tu vas peut-être être dans du déni de tes propres erreurs. Et ce besoin psychologique, en fait, après, tu vas le retrouver dans la vie où ça va être des gens qui vont chercher à se défendre, à imposer un point de vue, à pas reconnaître leur propre erreur. Et là, on reconnaît le mindset fixe, contrairement au mindset de croissance. Ça, c'est les travaux de Carol Dweck, en fait. Mais ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que derrière une erreur, il y a très souvent un besoin psychologique.
Et donc, si ce besoin psychologique, en fait, il n'est pas travaillé et nourri, en fait, ben, tous les mécanismes d'erreur qu'il va engendrer va se retrouver au poker, mais aussi dans la vie, et s'ils font du trading dans le trading, et dans leurs relations sociales, partout, en fait. Ouais, mais si tu veux, c'était marrant parce que je sais plus avec qui j'en parlais il y a pas longtemps. Le problème du gars, c'est qu'il apprend le poker, il fait deux trois plays, il se fait catch et après il ose plus bluffer. C'est le truc classique, le classique du coin. Ça Mais si marche pas. Ouais. si tu transposes ça à la vie, et c'est vraiment ça, le mec, il va aller vers une 2-3 nana, et cetera, hop, il se prend des barres, il se casse après en courant, il finit le vieux solitaire dans sa montagne. Mais c'est vraiment les mêmes concepts. C'est non, bah, faut accepter de te prendre des terrasses, faut accepter, voilà, ça marche pas toujours. Il suffit d'une fois que ça marche, faut voir si c'est rentable et basta. Mais Il y a un truc vraiment hyper important dans ce que tu dis. Je reprends les travaux de Carol Dweck parce qu'on est en plein dedans. Elle, c'est une grande chercheure en psychologie aux États-Unis, et elle explique qu'en fait, on a longtemps été habité avec un mindset fixe, en fait, à croire, c'était même institutionnel, hein, qu'en fait, on essaie comme on essaie avec notre génétique, et que finalement, les choses n'allaient pas changer beaucoup. Et donc, tu étais amené à croire, tiens, je tente ce truc, ça marche pas pour moi, ça veut donc dire que je ne suis pas fait pour ça. Typiquement, je vais aller voir une nénette ou deux ou trois. Bon, ça n'a pas marché, ça veut dire que je suis pas un séducteur. C'est comme ça, c'est en moi. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, on sait que ben, le cerveau étant malléable, il est neuroplastique en fait. Et donc, tu peux le décircuiter, le recircuiter dans une autre façon, en fait, et construire de la compétence un peu partout, même en termes d'attitude. Et donc, tu peux effectivement aller voir une première nana, te dire, bon, ça marche pas, non pas parce que je ne suis pas comme ça, mais parce que j'ai pas la bonne approche. Et donc, je prends du feedback, j'améliore, j'améliore, j'améliore. Et dès que tu es non pas dans ça doit marcher ici et maintenant, parce que soit c'est comme ça, soit ça ne changera pas, mais plutôt dans un truc évolutif, ah ben là, tu t'ouvres au droit à l'erreur, au fait de recommencer et juste changer, et tout va bien. Et aussi à l'espoir de construire des choses qui marcheront plus tard, mais qui ne marchent pas maintenant, mais c'est pas gravé dans le marbre, ça peut évoluer. Et ça, c'est le mindset de croissance. J'allume juste parce que c'est en train de tomber la nuit. vas-y, il y a une lumière. Bientôt, on va plus te voir à travers la montagne. Mais après, moi, il y a un gros problème dans le poker, c'est que c'est vrai qu'on parle de jeu. Et tout dépend de ce que tu attends du poker. Si tu veux jouer au poker, tu vas jouer avec tes potes, au coin du feu, voilà, une raclette, tranquille. Mais le fait déjà d'appeler ça un jeu, euh, si tu le conçois, bah d'ailleurs, les gars qui regardent la vidéo, tout ça, au live, ils le conçoivent pas comme un jeu au final. Mais quand tu le prends comme un jeu, tu vas au casino, c'est un jeu. Tu vas à la roulette, c'est un jeu. Même si tu perds de l'argent, c'est un jeu. Mais le poker, pour moi, c'est pas un jeu. Si tu veux vraiment le faire sérieusement, comme tu regardes des vidéos, tu apprends, etc., le terme de jeu, j'aime pas. Et c'est ce que je leur dis toujours, tu veux jouer aux cartes, bah, tu vas avec tes potes, tu vas t'amuser, mais à partir du moment où il y a de l'argent à gagner, etc., tu dois tu dois plus utiliser ce terme-là. Un Tu fais sport, déjà, un sport, je trouve que c'est plus Ouais. parlant, un sport. voilà. Mais c'est exactement ça. Mais à partir du moment où tu cherches la performance, tu cherches vraiment à réussir, euh, et à pas perdre de l'argent, c'est déjà très différent. Et déjà, c'est un terme qui me dérange, quoi. Mais j'ai Ça ne l'impression, donnerait pas l'idée de jouer à un match de tennis contre notre pote en regardant une série Netflix, ou ça ne donnerait pas l'idée de courir un marathon en regardant une série Netflix. Enfin, c'est fou comment les gens jouent au poker en ayant d'autres distractions, avec pour autant l'envie de réussir. Mais c'est pas possible. Enfin, quand on ne s'y consacre On, pas pleinement, quand on n'a pas ce flow, quand on recherche pas ce ouais, flow, ce n'est pas possible. Et tu l'as bien dit, Laurent, à partir du moment où on considère ça comme un sport, déjà on a parcouru une bonne partie du chemin. exactement. Mais par contre, il faut qu'on se voit que nous ne sommes pas que cette partie rationnelle qui veut gagner de l'argent et qui sait que du coup, il faut avoir un projet professionnel, une attitude professionnelle. Si c'était si simple, en fait, on serait tous là-dedans. Et pourquoi, du coup, on va regarder cette série Netflix? Parce qu'on a une partie émotionnelle en nous, à travers le système limbique, en fait, qui, elle, on n'a rien à foutre du projet long terme. Elle veut juste du plaisir immédiat et Ouais. éviter la souffrance immédiate. L'ennui étant une énorme souffrance. Ah, ok, ouais. Il y a une étude qui a été faite sur le fait de placer une personne dans une pièce où il n'y avait rien. Et l'expérimentateur, c'est ça qu'on dit, hein, l'expérimentateur, ouais, lui dit, je reviens dans 2 minutes.
Et en fait, l'expérimentation commençait. Et donc, le gars, il était là, il attendait du coup le psychologue, et le psychologue ne revenait pas. Et en fait, sur cette table, il y avait un fil électrique qui donnait des coups d'électricité. Et le gars, il attendait. Et à un moment, il touche le fil et il sent la décharge. Et ça fait mal. Et pendant un quart d'heure, il était seul. Eh ben, il a commencé à se faire mal plutôt que d'être dans l'ennui. Il n'y avait pas de téléphone, bien sûr, dans le cadre de l'expérimentation. Donc, en fait, l'ennui est une vraie douleur. Et à une table de poker, on va s'ennuyer. C'est inévitable. Il y a des moments où il n'y a pas de table. Il y a des moments où on se fait chier. Il y a des moments où, je sais pas, on n'est pas dedans. Et donc, à ce moment-là, la partie limbique du cerveau, elle commence à entamer un bras de fer avec la partie rationnelle qui sait qu'on doit avoir une attitude de sportif de haut niveau, hein. Ouais, ouais. Mais elle a dit, mais oui, ok, mais moi, je veux tout de suite mon sucre. Je veux tout de suite ma dopamine. Je veux tout de suite mon bonbon, là. Et donc, voilà. Et là, il commence à y avoir un bras de fer. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut être stratégique et non pas n'être que dans, oui, mais il faut avoir cette attitude. Il faut être comme ça. Mais on est tous, par moment, tu vois, à dévier un peu, en fait. L'idée, c'est que ta volonté, du coup, doit te permettre d'organiser un truc où il y a le moins possible de tentation. Parce qu'à un moment, tu succomberas à la tentation. Il y a beaucoup d'études sur la volonté qui ont été faites et qui montrent, par exemple, qu'après 17 heures, on a beaucoup moins de volonté que le matin, par exemple. Ou alors, si tu viens de faire une très belle action, ben, tu vas avoir moins de volonté pour l'action suivante. Et tu vas avoir même des biais où tu vas faire un truc qui est pas bien par compensation. On appelle ça un biais de compensation. Donc, typiquement, ça peut même nous arriver à une table de poker. Tu viens de faire un gros hero call super bien, tu as suivi ton intuition et tout. Là, waouh, t'es trop bien. Ben, le biais de compensation va s'activer et dans la minute qui vient, tu peux faire un play de merde parce que tu te relâches et tu t'autorises à faire de la merde parce que tu viens de faire un truc super. Exactement comme les footballeurs quand ils viennent d'encaisser un but ou quand ils viennent d'en marquer un, c'est toujours que la période qui s'ensuit est cruciale. C'est fou, ouais, c'est génial. Est-ce Et que c'est tu ça qui est associes l'ennui et intéressant, hein. l'impatience? J'imagine que oui. L'ennui, tu l'associes à Ouais. l'impatience, c'est la même Ouais, ouais. chose. La- L'impatience, c'est tellement vague comme sujet. D'accord, ouais. L'impatience, moi, ce que je peux voir derrière les joueurs que je coach mentalement qui sont impatients, c'est que très souvent, le numéro un, il y a une insécurité. Et cette impatience, elle s'active parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Il y a une partie en nous qui a besoin d'être rassurée. Et elle veut vite, en fait, être rassurée. Quand tu creuses un peu derrière beaucoup de choses d'impatience, tu te rends compte que l'impatience s'active très souvent quand le mec, il n'est pas en confiance. Ça se passe pas très bien pour lui. Sa situation financière, elle est un peu tendue. Il y a sa chérie qui lui demande, bah alors, tu vas gagner un peu au poker, un peu. Et donc là, tu vois, il y a plus beaucoup de sérénité. Et il y a l'impatience s'active très souvent là-dedans. Il y a une tension interne qui s'active et qui va être liée à cette insécurité générale, on va dire. Je trouve que c'est encore plus vrai pour ceux qui ont la chance de jouer en poker live et quand ils voient justement les gens qui jouent toutes les mains pré-flop parce qu'en fait, ils ont trop peur de l'ennui et de l'impatience et ça fait écho à tout ce que tu viens de dire. Donc, Mhm. c'est vraiment représentatif de tout ça. Et L'ennui, un truc simple qui nous permet de rester dans le poker et dans le flow, c'est non pas d'aller regarder un truc Netflix, mais à la limite, tu ouvres ton tracker, ton replayer d'une session de la veille, peu importe, et en fait, tu le mets comme si c'était une table. ah ouais, Et du coup, tu es plus sollicité, tu vois, si c'est une série, bah, elle te Ah sollicite. ouais. Et à un moment, mettons, tu es dans un coup, eh ben, l'autre, il continue à parler. Et donc, ça te déconcentre. Mais comme c'est toi qui cliques sur le truc, si à un moment, tu es pris dans un autre coup, ben, la main s'arrête. Et donc, en fait, tu n'es pas déconcentré. Et ça permettra de continuer à garder un intérêt à être là, parce qu'on sait que le flow vient avec un niveau de sollicitation cognitive optimal. Quand tu n'es plus assez sollicité, ben, tu vas commencer à t'ennuyer et à te déconcentrer dans d'autres choses. Et donc, il vaut mieux, à la limite, ouvrir un replayer et continuer à être dans le flow parce que tu es encore dans le poker, que d'ouvrir une série Netflix ou je sais pas quoi, qui en plus ben, va te solliciter sur un moment important, par exemple. Benoît, tu voulais dire un truc? Non, non, c'est vrai que je réfléchissais, je pensais que ce que j'expliquais de temps en temps aux gars, c'est que le poker, ce qui est intéressant en dehors du côté théorique, etc., tout ça, c'est que t'es obligé d'être honnête avec toi-même. À un Mhm. moment ou à un autre. Il y en a beaucoup qui le sont jamais et ça leur pèsera sur leur poker.
Mais à un moment, c'est juste se regarder en face et dire, attends, j'ai des soucis. Alors, on peut parler de plein de choses, hein. Ça peut être la peur que le mec te bluffe de trop, etc. La peur de pas être capable de bluff cash, la peur de la variance, etc. Mais tout ça, c'est être honnête avec soi-même pour se regarder en face et dire, OK, attends, j'ai tel problème, comment je le résous? Et c'est ça que je trouve passionnant dans le poker à ce niveau-là. C'est de réussir à faire une introspection et très profonde. C'est pas que le poker, c'est vraiment bien plus profond que ça. Être honnête avec soi-même. Et quand on est aux tables, une fois qu'on a analysé les choses, se rappeler des choses et les appliquer. Et c'est passionnant à ce niveau-là, je trouve, au niveau des personnes, des caractères, des personnalités de chacun, de voir comment les gens peuvent passer au-dessus de ça, évoluer grâce au poker au final, et d'autres pas du tout, parce qu'ils n'auront pas réussi. Alors c'est pas une critique pour eux, hein, c'est que c'est parfois pas évident de passer ce stade. Moi, ouais, j'ai dû faire un énorme travail à un moment sur moi-même, parce que tu es obligé d'être cash avec toi-même. Tu peux pas te cacher. Sinon, de toute façon, tu te prends les résultats dans la gueule. Donc, C'est pour ça que je parle de développement personnel en action. C'est comme une thérapie quelque part. Sauf que derrière, une fois que tu as identifié les vrais problèmes, si tu as eu l'honnêteté d'aller creuser qu'est-ce qui se joue finalement derrière ça. Tu vois, par exemple, tu vas à tilt, tu vas à spew, tu vas être impatient. OK, comportementalement, tu vois la chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dessous? Quels sont les besoins? Quelles sont les ça, croyances, les blessures? Qu'est-ce qui se joue en profondeur? Et là, déjà, comme tu le dis, il faut avoir le courage d'y aller parce que ça fait mal. Tu renoues un peu la merde. Donc, ça fait mal. Et une fois que tu as le problème, il faut aussi la solution. Et c'est là où parfois les gens sont un peu à dépourvu, où les gens pensent qu'on ne peut pas changer. Tu vois, mindset fixe, c'est comme ça, et je ne pourrais pas changer. Et ça, c'est faux, ça, clairement. j'ai moins vu, le mindset fixe, comme tu dis, j'ai moins vu. J'ai plus vu des gens qui se disent, non, je sais que là, ça, oui, d'accord, tu le sais, c'est bien. Maintenant, pourquoi? Ouais. Les gens comprennent pas la différence entre le savoir Mmh. et après l'analyser. Parce que le Mmh. savoir, c'est bien beau, mais si tu le changes pas, et pour le changer, il faut le comprendre, l'analyser d'où ça vient, Mmh. pour pas le répéter. Et, et ça, c'est passionnant. Ouais, clairement. Creuse dans ce sens-là. Mais après, il y a tout ce problème aussi, bah, on parlait de mental, d'addiction. Ça, j'en ai vu chez d'autres gars. Ça fait aussi peur parce qu'il y a vraiment ceux qui confondent et qui se font prendre dans l'addiction, alors que ça peut être l'addiction du poker ou autre, mais là, on parle du poker. Et de sortir de l'addiction, je pense, à partir du moment où vraiment tu as travaillé le poker à fond, j'entends techniquement et après aussi mentalement, l'addiction est passée, je pense. Parce que moi, je vois, je le ressens plus vraiment. J'ai du plaisir, mais pas de l'addiction. Après, Oui, mais toi, peut-être que tu as du recul et que tu as beaucoup travaillé sur toi. Moi, je peux te dire qu'il y a beaucoup de joueurs ouais. où le poker, même s'ils le travaillent sérieusement et qu'ils sont gagnants, en fait, ils sont pas heureux, les gens. Ah ouais? Ouais, bah oui, bah oui. Ah, les cons. Et c'est ça qu'on est con. Mais dans l'histoire de vie de chacun, justement, il y a beaucoup de problématiques et qui expliquent pourquoi ils sont dans cet état-là, en fait. C'est un état de souffrance. Et au lieu de regarder les choses en face, ils vont se jeter dans le poker, en fait. Et ça évite de regarder les problèmes, les réels problèmes. Et donc, si tu deviens gagnant au poker, mais que tu vas pas voir un vrai problème qui te rend malheureux, c'est pas l'argent, ni la réussite, ni quoi que ce soit qui va enlever ton problème. Et donc, c'est pour ça que tu continues à avoir des joueurs, moi, j'en coach beaucoup, qui sont high-tech, qui sont pros depuis longtemps, qui sont connus et qui font des dépressions, qui sont juste malheureux. Et c'est comme ça. Et l'idée, c'est que le poker peut quand même être une addiction pour des gens, tu vois, parce que il y a un tel vide par rapport à des choses qui Ouais, viennent le combler dans le poker, tu vois, comme une compensation. ouais. Mais le problème, c'est que c'est pas en fait le bon médicament. Non. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et voilà, et comme beaucoup d'addictions, en fait, tu prends quelque chose pour venir combler un manque, un vide, une blessure ou autre, mais tu t'attaques pas au vrai problème. Tu viens juste, en fait, combler le vide et masquer quelque part le problème. Et tu as un semblant d'aller bien là-dedans. Mais après, tu as l'effet boomerang qui revient. Et c'est voilà, et c'est dans ces moments-là où il peut y avoir des moments compliqués, en fait. Pour répondre, là, il y a Xavier qui demandait, ouais, salut Xavier d'ailleurs, qui demandait la différence entre la limite entre l'addiction et la passion. Je pense que c'est pas une question de limite. C'est deux formes différentes. La passion du poker, c'est qui vient par le plaisir, qui reste par le plaisir. Et si tu prends pas de plaisir, tu es capable de ne pas jouer pendant quelques temps parce que tu n'en as pas envie. Pour moi, ça, c'est la passion.
Après, l'addiction, c'est que tu vas jouer même si ça ne te fait pas plaisir, mais parce que tu en as besoin. Et tu vas jouer même sans en prendre plaisir, sans en tirer du plaisir, parce que tu en as besoin. Il y en a, c'est un besoin vital. Désolé pour les coupures. Donc, j'allais te demander par rapport à l'addiction, Lolo, est-ce que tu as vu des études passer sur le pic de dopamine sécrété par rapport aux joueurs qui décident de jouer? Parce que moi, j'ai cru comprendre que c'était au moment où on décidait qu'on allait jouer qu'on sécrète le plus de dopamine et non pas quand on joue réellement. Exactement. En fait, c'est par anticipation la dopamine. C'est cette Ok, idée, tiens, on va le prendre pour le jeu, par exemple, tiens, je vais ouvrir des tables, et là, en fait, tu as tout un ensemble de neurotransmetteurs ouais, liés à la dopamine, par exemple, la dopamine en étant un, qui s'activent et qui vont motiver ton comportement, en fait. Et donc, c'est pas le fait de jouer, c'est le fait d'avoir l'idée d'aller jouer. Comme c'est le fait, par ouais, exemple, de dire, ouais, je vais aller manger dans un super resto. Et rien que cette idée-là, en fait, va activer de la dopamine. Et c'est pas quand tu vas manger que tu vas ressentir le plus de dopamine, clairement. d'accord. La dopamine, c'est vraiment, en fait, l'hormone qui te pousse à agir, en fait, et qui agit un peu dans le circuit de la récompense. Et donc, en fait, c'est une récompense anticipée. Et c'est pas au moment où tu as l'acte. Donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à mettre des temps de pause pour récupérer du self-control. Si tu veux, tu vas avoir à ce moment-là tout- tous ces neurotransmetteurs qui vont vouloir te faire passer à l'action. Et toi, tu perds le contrôle là-dedans parce que tu deviens émotionnel sous le coup de la dopamine. L'idée, c'est d'appuyer sur pause dans ton comportement. Typiquement, ça serait limite même, allez, je ne bouge plus, je ferme les yeux et juste je respire. Et là, il y a des études qui ont été faites là-dessus. L'outil, c'est le bouton pause. J'ai une addiction, il y a les neurotransmetteurs qui arrivent. Tiens, je sens cette cigarette qui Oui, va désolé pour les arriver. coupures. Ouais, déjà, j'anticipe que je vais aller dehors. Là, j'appuie sur pause. Et là, en fait, on se déconnecte en fait de la. Ben, merci pour ta réponse, Lolo, et je crois que en fait, les gens ne l'ont pas entendu parce que je crois que j'avais pas réussi à relancer le stream. Bah Bah, si, écoute, hein, ça avait marché, mais ça a recoupé. Ça a recoupé dans la foulée, je suis désolé, Lolo, mais en tout cas, c'est pas très grave, t'inquiète pas. c'était super cool. Donc, je vais pas te faire répéter parce que c'est redondant. C'est ça arrive à nouveau. Ouais, 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 je vais résoudre ça pour la prochaine fois et c'est dommage d'avoir un invité aussi prestigieux et aussi compétent dans son domaine. Oh là, Pour que Ah, ça c'est arrive. super gentil, c'est super gentil. Allez, vas-y, ah, donne. Ah non, mais Lolo, Mais je parlais de Benoît. aussi Je parlais de prestigieux. Benoît, hein. Ah, tu parlais de ça va Benoît. alors. Ah. Ouais, je Benoît, suis il d'accord. prend. Donc, juste, je résume, Ah, c'est vrai qu'on vas-y, sécrète la vas-y. dopamine, c'est par anticipation qu'on la sécrète et donc comprendre que les gens qui ont ce besoin au jeu ne ressentent pas du plaisir quand ils jouent, mais simplement quand ils veulent aller jouer et c'est important de le comprendre. Et du coup, essayez d'être honnête avec vous-même. Est-ce que ce moment où vous décidez, tiens, j'irai peut-être au casino ce soir, alors que vous étiez promis de ne pas y retourner, comprenez que c'est là que vous ressentez du plaisir et travaillez là-dessus. Et Et, surtout, faut pas oublier que les gars, ils sont pas tout seuls, hein. Des gars qui sont en manque de poker, il y en a beaucoup. C'est un sujet qui est tabou. On parle pas. C'est comme l'ego dans le poker. Tu joues de la NL25? Non, de la NL200. Mais tu joues de la NL25. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est Ouais, pas, on s'en fout de tout ça. Quand les gars comprendront que le plus important, c'est eux et le travail qu'ils peuvent faire sur eux-mêmes pour buter leur ego et après, au niveau de l'addiction, mais ça, parfois, on peut même pas le faire tout seul parce que ça peut être trop fort. Mais d'autres sont dans ce cas-là. Nous, on peut avoir aussi traversé. Moi, je l'ai traversé un moment. Et c'est là où c'est compliqué. Et il faut savoir, voilà, on n'est pas les seuls, on n'est pas des merdes parce que ça nous arrive à nous et pas aux autres. Ça arrive à tout le monde. Donc voilà, faut pas avoir peur de le dire et peur de l'affronter. alors, moi, je veux mettre deux petites choses pour aider à travailler sur les addictions, par exemple, d'aller identifier finalement qu'est-ce que ça vient combler comme vide ou comme souffrance. Qu'est-ce que ça essaye de réparer comme souffrance. Et déjà de cerner le vrai problème. Et après de s'attaquer au vrai problème. Donc là, peut-être pas tout seul. Je pense que d'aller voir un thérapeute, un coach mental, moi, j'ai aidé des gens ouais, là-dedans aussi. Ouais, ouais. Des psychologues, enfin, d'aller voir une personne avec qui on a le sentiment vraiment d'avancer, en tout cas. Mais ça, c'est une première problématique, vraiment d'aller creuser finalement, c'est quoi le manque, c'est quoi le besoin, c'est quoi la blessure, c'est quoi la souffrance. Ça, c'est un premier point. Concernant l'ego, moi, j'ai une vision un poil différente. Je pense pas qu'il faille buter l'ego. D'ailleurs, je pense que c'est l'ego qui veut buter l'ego. Mais bon, ça deviendrait assez philosophique. Mais je pense que l'ego, comme toutes les émotions, comme plein de choses, en fait, il y a un optimal.
Il n'y a pas un sportif de très haut niveau qui n'a pas d'ego. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, par contre, l'ego, c'est un ego mal placé, un ego surdimensionné. Ça, par contre, effectivement, c'est à lutter. Et je pense que la meilleure façon d'agir là-dedans, d'ailleurs, c'est d'aller voir pourquoi il y a cet ego, encore une fois, et derrière, il y a souvent beaucoup de souffrance qui nous fait mettre une figure. Ouais, moi, je vois un L200. Pourquoi tu as besoin autant de t'affirmer? Et justement, et un besoin de reconnaissance, peut-être, un besoin de réalisation de Voir ça, soi, ouais. et un besoin d'être accepté dans un groupe, parce qu'on se sent trop seul. Et on sent que finalement, si on dit réellement ce que l'on est, et avec authenticité, ben, le groupe va nous mettre de côté. Et ça, c'est trop douloureux pour nous. Donc, voilà, comprenons que l'ego, en fait, aussi a une fonction intéressante par moment, qui te fait croire que toi aussi, en fait, tu as des choses à dire, que toi aussi, en fait, tu peux croire en toi. Et ceux qui n'ont pas assez d'ego, par exemple, ou plus du tout d'ego, ben, il y a aussi beaucoup de pathologies liées à ça. Donc, comprendre qu'il y a un optimal dans beaucoup de Ouais, je vois ce choses. que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du Ouais. surego, bah, c'est pas bon. Mais du sous-ego, c'est pas bon non plus, en fait. Ouais, faut juste pas qu'il te cache la réalité. C'est juste ça. Et- Exactement, c'est ça. Et on parle même aujourd'hui, tu sais, de gens qui veulent tuer l'ego. On parle d'ego spirituel, en fait. ouais. Tu as beaucoup de gens qui sont dans des courants très spirituels et où il faut dézinguer l'ego. Et on retrouve une forme d'ego spirituel là-dedans. Parce que finalement, il y a des choses très profondes dans l'être humain qui font construire quelque part cet ego. Alors, je suis pas le spécialiste de l'ego, mais en tout cas, moi, ma vision de l'ego, quelque part, c'est de se dire, bah, il y a beaucoup de champions, en fait, quasiment même tous les champions, ils ont juste un ego important, en fait. Mais ils ont réussi à le maîtriser, et à le canaliser, et à être honnête avec eux-mêmes, et à aller travailler en profondeur pour être hyper performants, ce qui les emmène à devenir un champion. Là Ouais. où d'autres, en fait, sont bouffés par leur ego, et eux, en fait, se cachent, se voilent la face, et c'est juste d'avoir une attitude de protection de l'ego. Tu vois, c'est deux, voilà, une petite subtilité que j'aime. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je modifie parce que c'est vrai que je suis plus d'accord avec toi et que tu as besoin de l'ego. Si tu pas l'ego, mais c'est juste que j'en vois trop par ego et parfois, à cause de l'ego, ils veulent afficher certaines choses qu'ils ne sont pas à ce moment-là. Il faut être honnête avec soi-même. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas, mais ça ne sert à rien de créer les étapes, c'est tout, quoi. Exactement. Et derrière, ça montre qu'ils ont besoin de s'affirmer. Et donc, tu vois, on est déjà dans un besoin. Donc, qu'est-ce que cache ce besoin? Et là, très souvent, ben, il y a un manque d'estime de soi, il y a une souffrance, il y a des choses. Et donc, tu vois à ce moment-là, en fait, enfin, le comportement vient réaliser, un pro- une protection, en fait. Ouais. Et donc, pour dézinguer l'ego, si tu veux, c'est comme si, OK, vas-y, je t'enlève la protection. Ben là, tu auras tout un système de défense très puissant. Parce que là, c'est une espèce de survie symbolique et émotionnelle. Donc, il vaut mieux essayer d'y aller en douceur et d'accueillir ce qui se joue en nous et de commencer à discuter. Moi, je fais partie d'un courant psychologique qu'on appelle l'internal family system, qui t'explique que tu as un ensemble de petites parties, en fait. Et que si une partie en toi a besoin d'aller mettre un ego comme ça trop en avant, en fait, c'est qu'elle a des raisons. Si tu veux la dézinguer, eh ben, elle va mettre le coup de frein à main parce qu'il y a un truc plus profond et plus dangereux. Donc, il vaut mieux essayer d'établir des dialogues. Un peu comme on ferait dans une famille, par exemple. Un qui a un comportement bizarre dans la famille, au lieu de le dézinguer, de l'éliminer, et de vouloir le faire rentrer dans le truc, il vaut mieux ouvrir en communication, ben, enfin voilà, mettre les choses tranquillement dans une communication bienveillante pour recréer une harmonie familiale. On a la même chose en nous, en fait. Non, 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 je suis tout à fait d'accord. Ouais. Bah, super. En tout cas, si on prend le cœur du débat, c'était par rapport à votre parcours et j'aimerais juste qu'on termine par votre ressenti sur la manière dont le poker vous a permis d'entreprendre et si ça vous rend heureux. Oh putain, là c'est vague. Mais tu Là, sais que la chaîne m'a donné énormément de plaisir à partir du moment où je voyais les gars heureux. Ah ouais, d'accord. Quand j'ai créé la chaîne, là, au tout début, puis après, quand tu es arrivé, Ouais. et que je voyais bah, des loserman, etc., des ghosts et autres, bah, ils se reconnaîtront tous, enfin, Ouais, les retours positifs de la tous les communauté, ouais, ouais. mecs, etc., tout ça. Mais juste les gars, que tu les rendais heureux en leur partageant la connaissance, ça, c'était le kiff total. hmm, Là, même actuellement, dans la formation, etc., tu vas le voir les gars qui sont heureux. Putain, ça fait du bien. hmm, Donc, à ce niveau-là, que ce soit le poker road, c'est vrai qu'à partir du moment où tu sens
ça apporte quelque chose et que tu prends du plaisir, bah ouais, c'est un kiff. Sinon, je le ferais pas, hein. Je veux dire, on a tous autre chose à faire. Mais ouais, le moteur, c'est ça. Donc à ce niveau-là, ouais. Ouais. Ah, c'est cool. Et toi, Ouais, Doudou? c'est moi, complètement pareil. Déjà, ça m'a permis, moi, d'être plus en paix avec moi-même. Moi, je viens en fait du sport quand même d'assez haut niveau. Du handball? Du handball, ouais, je m'entraînais avec la D1 de Gagny, en fait. Et j'ai eu des ruptures de ligaments croisés des deux genoux, en fait, à partir de 18 jusqu'à 23 ans. Donc, ma carrière a un peu mise à l'eau là-dedans. Et une énorme frustration là-dedans, avec en plus un père qui ne me reconnaissait pas vraiment, j'allais dire, enfin, qui me reconnaissait pas vraiment, à part quand je brillais et que j'étais fort. Et comme je n'ai pas eu une carrière de très haut niveau à cause de ça, en fait, bah, voilà, j'ai toujours eu un manque de reconnaissance de la part de mon père. Le poker a réparé ça pour moi, quelque part. Donc, on voit comme quoi bah, ça peut jouer un rôle thérapeutique, finalement, puisque bah, je suis à un niveau aujourd'hui où bah, j'estime que bah, c'est vraiment super cool, quoi. Et à côté de ça, donc ça c'est juste pour ma gueule. Donc, moi, rien que ça, déjà, moi, ça m'a rendu plus en paix avec Yes. ce besoin de reconnaissance. Après, derrière, la liberté que t'apporte le poker est juste exceptionnelle, en fait. Euh, on en parlait, le luxe du temps, le luxe de pouvoir te déplacer partout, le luxe de pouvoir t'offrir pas mal de trucs sans être obligé de compter tout le temps. Bon, Ouais. c'est déjà une chance inoubliable, quoi. Enfin, exceptionnelle, je veux dire. Et puis le dernier truc, je pense que aujourd'hui, c'est ce qui m'anime le plus en fait. C'est comme toi, Benoît, de voir les gens heureux, d'avoir pété des chaînes mentales. Quand tu reçois des textos, des vidéos, des trucs comme ça qui te foutent les larmes aux yeux, ben voilà, tu sais pourquoi tu galères, tu sais pourquoi tu en prends parfois plein la gueule. Parce que quand on se met en lumière, ben parfois on en prend plein la gueule. Mais quand tu as un gars qui te dit, par exemple, n'oublie jamais qu'il y a une personne que tu as aidé et que tu as, par exemple, sauvé du suicide, et c'est moi, et qui te fait ça Wow. avec une cam, et qui me dit, tu m'as appris à m'aimer, tu m'as appris à être plus en paix, tu m'as sauvé. Tu vois, des trucs comme ça, j'en ai eu plusieurs. Ah, Bon, mais ben ça voilà, en fait, voilà, tu as envie, tu sais pourquoi tu fais tout ça, en fait. Et donc, bon, aujourd'hui, je suis heureux de ça plus que de ma propre carrière perso. Waouh, chouette. ouais, ouais. Non, mais et les rencontres? Et les Ouais, rencontres? les Chez le rencontres. poker, il y a les rencontres, hein. Ah, ben, c'est vrai, clairement. C'est c'est assez surprenant, hein. Bah, Ouais. le poker, comme dans le sport, révèle la vraie nature humaine des gens, surtout que c'est associé à l'argent et tout, quoi. Les gens ne peuvent pas mentir à une table de poker, on les cerne beaucoup plus rapidement que dans d'autres circonstances. Tu vois, on parle de sport co. La richesse des relations sociales que tu fais dans une équipe de sport co, en fait, est liée notamment en fait, aux efforts et à la souffrance que tu vas vivre ensemble. Et OK, ouais. ça te rattache de ouf. Quand tu es dans une team poker, tu morfles au quotidien parce que on veut pas non plus vendre du rêve, on morfle au quotidien quand même quand tu es joueur de poker. Et donc quand tu as des potes qui morflent comme toi et qu'on se soutient là-dedans, bah, c'est exactement en fait la même philosophie. Tu souffres ensemble, tu vibres ensemble et ça construit des relations hyper intenses. D'ailleurs, les autres n'arrivent pas à comprendre. Moi, j'ai des potes poker et des potes hors poker. Je pense Ouais. que les potes hors poker ont du mal à comprendre certains trucs et que seul quand tu es joueur de poker, en fait, j'ai presque envie de dire, bah, peu importe le niveau d'ailleurs, tu souffres pareil quelque part. Bah, on parle la même langue et ça tisse des liens très très profonds. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des amitiés poker qui sont juste géniales, quoi. Ah ouais. Putain, on était positif, hein, tu vu? Ouais. Ah, c'était top. Bah, écoute, je pense que là, on a conclu de la meilleure manière et du coup, beh, s'il y a pas de questions dans le chat particulière, je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Ouais, Il y a bah, Luzerman qui dit: «Les gens ne peuvent pas mentir à une table de poker». Du Reed, coup, Germain ne bluffe merci. pas. Ouais, J'avais je bluffe pas assez aux tables. Je bluffe pas assez aux tables. c'est cadeau celle-là. Yes. Mais Bon, ben, merci à vous franch 2 en tout cas, hein. super, merci Bah, Laurent. merci à Désolé vous pour deux, les super problèmes moment. techniques. Mais, Aucun souci, t'inquiète. soit On est des joueurs OBS, de il poker, on peut sait gérer. ouais, soit OBS, il reprenait quand tu dis commencer à dire des bêtises et du coup, il a coupé tout seul. Peut-être c'était une autocensure.
Mais j'avais l'impression que tout ce que tu disais était pertinent, donc je pense pas que ce soit ça, je te rassure. Oh, c'est gentil comme tout. Moi, j'ai une question peut-être pour la communauté, si ils ont aimé ça en fait. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils aimeraient voir? Parce que moi, je trouve que vous êtes une communauté géniale. Bah, tous les deux, j'apprends à vous connaître de plus en plus et je trouve ça génial, l'éthique que vous avez. Et personnellement, en fait, j'aimerais en fait être dans un projet comme ça, éthique. Ouais, Donc, c'est si des gens ont des idées, en fait, où on parle vraiment à cœur ouvert, tout simplement, moi, je serais assez chaud, en fait. Ouais, super. ouais, bah, les gars là qui nous entendent, allez-y, n'hésitez pas, hein. Et surtout ceux qui regardent en replay, parce que du coup, je pense que cette vidéo sera plus vue en replay qu'en direct. Eh ben, mettez-nous des commentaires sur cette idée. Ouais, parce que moi j'ai Euh, même là, ça me tourne dans la tête depuis 2 3 semaines, de faire même une un peu comme en radio à une époque, vraiment un truc ouvert au niveau du poker, on peut parler de tout, Hein. large, même plus large, pour vraiment aborder tout, même les choses qui sont souvent, pas abordées et cetera, que ce soit à tous les niveaux, quoi. Et ouais, non, mais allez-y les gars, n'hésitez pas. Partagez, vos idées parce qu'il y a des choses à faire, je pense. Donc non, c'est cool. Mais merci en tout cas, Laurent. Avec grand plaisir. Merci Benoît et merci Germain. Et yes. passez une bonne soirée tous alors. Bonne soirée à tout le monde et merci d'avoir été là, à ceux qui ont été là.